C'est parti. Un petit clap. Il est beau. Salut James. Salut, merci beaucoup d'avoir m'invité d'être ici sur Ce beau canapé bleu. ce beau canapé bleu oui, aujourd'hui. Et cette belle salle, on est chez Arcos Pantin aujourd'hui. Exactement, c'est cool. Je pense que c'est je sais pas si c'est une de les plus vieilles, mais je pense que ça fait un moment que cette salle-là, il est là à Paris. Donc c'est vraiment cool d'être là aujourd'hui avec la sportive et toute le pataquès autour des Jeux Olympiques. Oui. Il y a une bonne atmosphère à Paris. Du soleil, incroyable, ouais. Des voix incroyables derrière toi là. C'est fou. Mais moi, je viens de un mois en Écosse. Et donc un peu de soleil, c'est vraiment bienvenu. C'est jamais désagréable. Je suis ravi de te recevoir moi aussi, en tout cas aujourd'hui, James. L'idée, c'est de se réunir aujourd'hui autour de la maison La Sportiva. Tu l'as dit, c'est un événement qui est organisé par ton partenaire, donc La Sportiva, qui nous réunit aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de réunir et de fédérer la communauté de grimpeuses et de grimpeurs, l'occasion d'essayer différents modèles, d'avoir des conseils d'experts et puis faire des rencontres avec des personnes comme toi. Voilà, des références, on peut le dire. Bon, on va essayer d'être aussi brillante dans la vraie vie que dans la photo et la vidéo. C'est pas toujours le cas. On a de mauvais jours aussi. Mais, je suis pas très inquiet. Je suis sûr que ça va très bien se passer. Mais au moins, il y a mes enfants qui sont vraiment brillants. Au moins, je trouve qu'ils sont brillants. Donc, si les gens veulent parler plus avec eux qu'à moi, je prends pas mal. Tu prendras pas personnellement. Ouais. James, tu vas partager avec nous aujourd'hui l'une de tes aventures épiques, à savoir Bon Voyage. On va l'appeler Aventure épique parce que c'est le nom du podcast. C'est une voie de trad extrême à Notes dans les Alpes de Haute-Provence à laquelle tu t'es frotté en février 2023. Je voulais savoir si tu as eu l'occasion donc, de profiter de Paris. Là, tu nous parlais des JO, cette effervescence qu'on peut ressentir autour de Paris. Toi, tu es là depuis combien de temps? Et puis, est-ce que tu as eu le temps un peu de te mettre dans le bain? Est-ce que tu sens l'énergie aussi un peu autour du sport? J'ai l'impression qu'on voit du sport à chaque coin de rue. Oui, c'est vrai. Pour être honnête, j'arrivais ce matin. Et donc, pas trop d'opportunités de baigner dans cette atmosphère magnifique pour l'instant. J'arrive à la salle ce matin avec Caroline. Caroline était déjà là hier ou avant-hier pour le finale de les hommes en escalade. Caroline qui est ta compagne. Ouais, exactement. Qui pratique aussi. Et moi j'arrivais ce matin avec des enfants. Et donc pour l'instant on n'a pas vu beaucoup de choses, donc j'attends un peu avec impatience. Mais déjà il y a quelque chose dans l'air. Ça se sent, ouais, c'est agréable. C'est différent de le Paris que je connais, que j'ai d'habitude. Après, je passe pas beaucoup de temps à Paris. Et donc, non, c'est cool. Je suis vraiment contente que pour l'instant, ça a l'air de très, très, très bien passer. Le jeu, tout le monde se régale. Donc, on peut pas demander plus que ça. Je sais pas si tu as vu, là, j'ai un bracelet autour du poignet parce que ce soir, moi, je cours le marathon des Jeux Olympiques, figure-toi. Ok. Il y a un marathon qui est ouvert à 20 024 participants. Du grand public. Donc ce matin, il y avait les hommes, les élites. Demain matin, il y a les femmes. Et ce soir, toute la nuit, à partir de 21h, on est 20 000. On va être sur le même parcours. Il y aura la fan zone à l'arrivée. On va arriver aux Invalides. Ça va être incroyable. Courage. Ça va être J'ai jamais couru un marathon dans ma vie. Ah donc, ouais. Tu aimerais pas forcément. C'est pas exactement mon truc, le course à le pied, footing, la course à pied. Oui, en général, les activités endurance. Mais un jour, peut-être. Il ne faut jamais dire jamais. Exactement. James, donc on va parler aujourd'hui de Bon Voyage, qui sera ton aventure épique. C'est une question traditionnelle du podcast. Est-ce que tu repenses souvent à cette expérience de vie? Oui. Je repense assez souvent de cette expérience-là. Pas forcément juste parce qu'en ce moment-là, on est en train de monter un film sur le sujet, sur le voir, mais aussi mes sensations et mes sentiments autour de ça. Mais je pense souvent à cette expérience parce que c'est vraiment une expérience qui me guide dans ma vie et surtout ma vie d'escalade, parce que j'ai l'impression que avec cette voie-là, peut-être pour la première fois de ma vie, j'arrivais vraiment bien à gérer toute la pression autour et j'étais assez fier de moi. En fait, pour expliquer un peu plus, dans les années passées, j'ai découvert, sûrement récemment, à l'époque, je n'étais pas au courant de ça, mais je réalisais que j'avais pas mal de soucis avec le performance anxiety. C'est-à-dire qu'en fait, je stressais trop
que je vais pas arriver à faire mes croix. Tu Et ressentais ça très longtemps avant ou vraiment le jour J? Je pense que c'était un peu constant. Je pense que c'était... Dès que j'avais un projet, je pensais vers la fin de ce projet-là, j'avais envie de faire Et de réussir, c'était et ça? de réussir. Et en fait, ça mettait tellement de pression que j'arrivais pas à profiter de chaque journée, de chaque expérience dans cette journée, que c'était plutôt une forme de... en anglais, on dit Burden? Ouais. purgatory. Ok. Purgatoire? Purgatoire. Mhm. Qu'en fait, un jour, je savais il va passer, mais je savais aussi que je vais recommencer un nouveau truc. Et donc, j'étais constamment temps. dans un peu dans un état de... Ouais, voilà, juste, j'étais pas très bien. Et avec mon voyage, je pense que c'est... En grosse partie, c'est grâce à mes enfants. J'arrivais à changer complètement la façon que je vois le monde, que le résultat final, c'est pas le seule chose importante, qu'en fait, on peut trouver de plaisir, on peut trouver des choses émerveilleuses tout le jour, Sur partout. le chemin. Ouais. Ouais, tu regardes la façon que ton enfant il regarde un petit brin de l'herbe ou un feuille sur un arbre, et en fait, tu réalises que le monde c'est magnifique. On a juste oublié C'est de merveilleux. vraiment regarder ça. Et avec Bon Voyage, je faisais vraiment attention de chaque fois que je tombais dans mes habitudes originales de penser trop, de stresser trop sur le résultat final, d'essayer de prendre un peu de recul, de regarder ce que je faisais là, dans ce moment-là, d'apprécier par exemple le façon que le rocher il était sculpté par le temps, qui est dans cette voie-là, et c'est juste merveilleux. Que le sensation que je prends en pas forcément toujours en faisant de choses bien, mais aussi pas bien, parce que c'est des sensations aussi importantes. Et juste d'être là vraiment dans le présent, au lieu d'être quelque part dans le futur, dans un futur qui va peut-être arriver un jour ou peut-être pas. Et donc, Intéressant. Ouais. oui, depuis ce moment-là, j'essaie vraiment d'être plus présente dans le moment, de profiter de la vie en face de moi. James, au début de ce podcast, j'ai pour habitude d'aller chercher dans les résultats Google Actualité Ok. quelque chose qui soit en lien avec l'aventure qu'on va traiter dans le podcast. Donc là, je suis tombé sur Bon Voyage, qui est le titre d'une bande dessinée, une BD française, qui est sortie en mai 2024, qui raconte l'histoire du Latécoère 631, le plus grand et le plus luxueux hydravion français jamais construit, qui s'est envolé en avril 48 en direction de la Martinique avant de disparaître. Aux commandes, il y avait 3 amis anciens vétérans qui ont vécu l'enfer de la Seconde Guerre mondiale et qui sont persuadés qu'une troisième est imminente. Je ne vais pas te demander si tu as peur qu'il y ait une troisième guerre mondiale qui approche, mais plutôt, est-ce que toi, tu es un lecteur? Est-ce que tu sais t'accorder du temps pour la lecture? Et si Non. oui, quel genre de choses? Malheureusement pas. S'il y a un lecteur dans la famille, c'est Caroline. Caroline, elle essaie vraiment de prendre un peu de temps. Je dis tout le jour, mais c'est plutôt tout le semaine. Et de temps en temps, c'est tout le mois. Mais pour prendre un peu de temps que pour elle. Et moi, c'est plutôt... Tu lis des histoires à tes enfants. je lis... Ouais. C'est vrai que je suis très fan de Choupi maintenant. Je trouve qu'on peut prendre beaucoup de choses de ça. Lequel est ton préféré? Choupi va à l'école, Choupi range sa chambre, ouais, Choupi il y fête Noël. avait Choupi, c'était lesquels qu'on a eu vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que c'était Choupi et la peur de les orages, quelque chose comme ça. Que Arthur il était vraiment bien attaché. Mais là, Zoélie, elle est plutôt fan de Peppa Pig. C'est un peu moins profonde. Après, il y a des choses en deuxième degré en Peppa Pig qui sont assez drôles. Mais moi, si j'ai un peu de temps de libre, c'est plutôt... ça va revenir un peu plus tard dans le podcast, mais je suis quelqu'un assez curieux et j'adore apprendre de nouvelles choses. Et donc plutôt de nouvelles, comment on dit, physical skills, des compétences. De compétences physiques, par exemple. Des choses que j'ai l'impression que ça va me servir quelque chose dans la vie. Par exemple, l'année dernière, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à apprendre à sculpter des prises en bois, l'escalade. Et je plongeais profondément dans cet univers-là. Et c'est magnifique. Avant ça, c'était d'apprendre à voler de drones.
c'était à l'époque en fait où le drone, on n'avait pas le drone qu'on a aujourd'hui qui vole presque tout seul. Mais pour nous, c'était vraiment, ça nous donnait un avancée sur plein d'autres grimpeurs parce qu'on était une de les premières d'utiliser ce style de rush dans nos films. Et après, plus récemment, je suis vraiment à fond dans la fabrication et la customisation de chaussons d'escalade. D'accord. Donc ça tombe bien quand on est là pour la sportive. Mais ouais, la dernière année, je savais depuis peut-être 10 ou 15 ans, depuis que je suis un athlète professionnel, qu'il y a plein de choses qui passent dans un chausson. Mais je ne savais pas exactement à quel point c'était complexe et à quel point en fait, tu peux jouer avec plein de choses différentes dans un chausson pour créer ton propre chausson idéal. Donc je suis tu t'appuies sur un chausson existant ou tu le crées vraiment donc pour l'instant, c'est plutôt je travaille avec des chaussons existants et donc je prends un morceau de celle-là, un morceau de celle-là et je fais une forme de Frankenstein avec c'est pas forcément très beau ce que je fais. Mais ça marche très bien. Et le chausson va pas se retourner contre son maître aussi, à la différence de Frankenstein, normalement. j'espère. Pour l'instant, c'est plutôt ça m'aide beaucoup à faire les choses encore plus dures. Mais bientôt, je vais aller en Italie pour commencer à travailler pour de vrai avec la sportive. Et ça me fait vraiment... je trouve que c'est hyper excitant et intéressant de lancer dans ce projet-là. James, je vais te demander de te présenter, mais de façon un petit peu inhabituelle peut-être, sans tout dévoiler ici. Est-ce que tu pourrais te dévoiler en 3 dates clés, 3 dates majeures de ta vie, personnelle, sportive, ce que tu veux, 3 moments clés de ta vie, et nous dire à quoi tu les associes. Ok, la première date, je pense que c'est un peu trop facile, c'est la date de naissance, sinon j'étais pas là, donc je vais passer sur un autre. 15 décembre 85. Voilà, t'es forte. Je dis, c'est pas une date précise parce que je ne me rappelle plus exactement la date, mais la date où j'ai commencé à grimper, c'est assez important pour moi. Pas seulement parce que c'était quelque chose qui a défini un peu le reste de ma vie, mais parce que c'était plutôt... J'avais l'impression qu'enfin, j'avais trouvé que j'étais censé de toujours faire. Et donc c'était autour de 2000, je vais dire peut-être 2003. J'avais commencé pour de vrai, 2012-2003. Mais depuis, avant ça, j'étais toujours obsédé par le monde de l'escalade. Même s'il n'y avait personne dans ma famille qui grimpait, j'avais vraiment aucune idée qui se passait pour de vrai dans ce monde. Mais juste l'idée et les images de quelqu'un qui grimpe, c'était fascinant pour moi. J'ai des photos, j'ai des petits dessins que j'avais faits quand j'avais peut-être 5 ou 6 ans. J'avais retrouvé juste maintenant, il y a quelques semaines, à ma maison en Angleterre, et je montrais à Arthur. C'est un person qui grimpe sur une montagne très haute, très pointue, mais avec une moulinette. Il y a la corde qui descend de tout en haut de la montagne, le monsieur il grimpe. Donc à un moment, clairement, j'avais aucune idée comment ça se passait, mais j'avais de petites idées de les choses qui se passent. Et donc quand j'ai commencé ça, c'était vraiment comme... Je mettais un chausson qui était fait à ma pied. Pas un chausson d'esclave parce que ça fait un peu mal, mais un chausson de la maison très confortable. Quelque chose que j'étais toujours censé de faire. Après, la prochaine date, je pense que ça va être assez on dit assez tôt avec, assez court avec. Ouais, un peu plus tard en tout cas, pas trop longtemps après. Un peu plus tard, mais pas trop tard après. En 2005, j'ai fait un voie qui s'appelle Equilibrium, qui était, à cette époque-là, c'était le voie traditionnel, qui est le style d'escalade que je préfère, que je suis un peu spécialiste dedans. C'était le voie traditionnel le plus dur au monde. Et j'avais 18 ou 19. Et je pense que c'était à ce moment-là que j'ai réalisé peut-être je peux faire quelque chose ici dans ce monde. Peut-être c'est pas tout le monde qui arrive à faire cette voie. J'étais le 3e. Les 2 autres, c'était 2 grimpeurs de trad hyper expérimentés, beaucoup plus âgés que moi. J'avais 19 ans.
Je fais hyper rapidement et je me rappelle un petit excitement dans ma tête. Ah, c'est peut-être le début de quelque chose. Et c'était vraiment le début de toutes mes démarches professionnelles avec l'escalade parce que juste après, j'ai mes premiers partenaires de grimpe. Et en fait, depuis, je suis athlète professionnel jusqu'à aujourd'hui. Et le troisième, alors ça c'est complexe. Est-ce que je vais dire la date de mon mariage avec Caroline ou la date de la naissance de mes enfants et quel enfant? Ouais, pas facile. Parce que tout ça c'est lié ensemble. C'est plutôt le côté non-escalade de ma vie que j'ai vraiment besoin pour me centrer, pour me tenir avec mes pieds sur terre. Parce que aujourd'hui, j'essaie vraiment de ne pas faire ça, mais dans les années passées, j'avais une tendance de peut-être un peu trop emporter avec tout ce qui passait autour de moi. Par exemple, quand j'étais jeune et assez compétente en escalade, je pense que j'ai poussé une tête qui était peut-être un peu trop large pour mes épaules. Je pensais que tout est possible. Et je pense que j'étais pas forcément le personne le plus agréable de passer le temps avec à cause de cette confiance, cet excès de confiance. Et donc maintenant avec Caroline, qui est non seulement responsable pour mes performances en escalade, parce que c'est elle qui était responsable pour tous mes entraînements il y a quelques années, mes avancées que j'ai fait dans le monde de l'escalade sportive qui me permis de faire les choses en trad encore plus dur. Mais c'est elle qui est vraiment responsable que je reste un peu plus humble. Et si Caroline elle n'arrive pas à faire ça, c'est sûr que mes enfants ils arrivent très bien. Parce que s'il y a une chose que tu comprends très vite quand tu deviens un parent, c'est qu'en fait, t'es plus le centre du monde. Ça, c'est eux. Il y a un petit déplacement. Et après, toi, ouais, t'es quelqu'un qui est peut-être utile pour eux de temps en temps. Mais oui, c'est vraiment... c'est spectaculaire d'avoir les enfants pour recadrer toutes peut-être le délusion de grandeur de nous. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Si on continue à remonter un petit peu le temps, avant que tu découvres l'escalade, C'était quoi tes plaisirs d'enfant? Dans quoi tu prenais du plaisir? Est-ce que tu étais tu avais cette personnalité curieuse, un peu téméraire, audacieuse? Ça a toujours été ta façon d'être? Alors, quand j'étais enfant, j'avais toujours une passion. Et je suis vraiment très heureux que c'était le cas parce que je pense que la passion dans la vie, c'est quelque chose hyper important. Et surtout pour peut-être de jeunes adolescents qui sont souvent un peu perdus dans la vie. Une passion, ça peut vraiment orienter dans le bon sens au lieu de passer le temps de faire un peu n'importe quoi. Dans tous les cas, Caroline et moi, on avait tous les deux de passion. À ce moment-là, c'était des grimpes. Et ça, je pense qu'on est tous les deux très... on réalise que c'était très important pour nous et on espère un peu pour le même pour nos enfants. Et donc pour revenir un peu à ta question originale, j'avais toujours des passions comme ça, mais c'était plein de passions différentes. Et donc à un moment, ça peut être de sport extrême comme de roller ou de skate ou de trottinette. À un moment, c'était de rugby. Mon père, il était vraiment très fort en rugby, donc j'ai passé quelques années de ma vie à faire ça. À un moment, c'était des athlétisme. Athlétisme, oui. Mais à un moment, en fait, ça suivait toujours un peu le même chemin. J'arrivais à avancer assez vite pendant la période que j'ai appris plein de choses nouvelles dans le sport. Et à un moment, palier, tu avais envie de passer à autre chose, c'est ça? Dès que tu rencontrais une espèce de plafond vert, tu voulais changer? Exactement. Et donc, tu t'ennuyais? Je ne sais pas si c'est normal, si tout le monde fonctionne un peu comme ça, mais pour moi, c'était vraiment flagrant que c'était ça. Le moment que ça devenait un peu plus dur, que ça demandait vraiment un peu plus de commitment, je changeais pour quelque chose d'autre. Et l'escalade, c'est le premier sport de ma vie
que j'ai continué. Donc c'était un peu dur, j'ai trouvé un moyen d'avancer. Et tu as une explication sur ça? Pourquoi tu as Je sais pas. Est-ce que ça revient toujours à cette obsession avec l'escalade que j'avais quand j'étais vraiment tout petit? Que maintenant j'ai l'impression que j'ai vraiment juste trop de chance d'être dans cet univers? Est-ce que c'est... peut-être que je suis plus en contact avec mon passé de singe que les autres, que ça a l'air plus normal pour moi. Par exemple, il y a des gens qui adorent courir. Moi, j'ai jamais trop trouvé cette sensation, mais évidemment, c'est quelque chose dans l'humanité. Il y a des humains qui adorent courir. Et je pense qu'aussi, il y a des humains qui adorent grimper. Je pense que c'est des choses naturelles. Ils sont là dans nous, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le fait que tu performes, ou en tout cas que tu réussisses bien, ça a pu jouer aussi? Et donc ça, je pense que ça, c'est vraiment très important parce qu'avec les autres sports, je m'appelle aussi d'une autre chose. J'étais toujours obsédé par l'idée d'être un athlète professionnel, d'être sponsorisé. En fait, c'était plutôt ça. J'avais cette mot toujours dans ma tête quand j'étais tout petit. Si un jour je suis sponsorisé pour faire ma sport, ça te dit que je suis quelque chose, que j'ai réussi à ma vie. Même si j'avais aucune idée à ce que ça représentait. Pour moi, d'être sponsorisé, c'est quelqu'un qui donnait un petit cadeau de temps en temps, peut-être un paire de chaussons ou peut-être un nouveau skateboard. Je pense que je pensais même pas de l'argent. C'est une reconnaissance. Oui, c'était juste... si je suis bon dans quelque chose, les gens pensent et disent que je suis bon et ça dit que je suis quelqu'un d'important, qu'il y a une valeur de moi. Et je ne sais pas pourquoi. Je me demande si c'est pas lié à mon père qui était toujours, je disais déjà qu'il était toujours très fort en rugby, mais il n'était jamais un joueur professionnel. Je pense que c'était peut-être un peu avant la vraie époque que le rugby il a passé en sport professionnel, mais il était toujours un amateur, mais obsédé et hyper doué dans son club, qui était un bon club, qui a gagné plein de petites compètes de rugby. C'était lui qui a le record pour alors c'est essai en français, Ouais. non? Tries. Louis qui avait le record pour le quantité des essais et aussi la quantité de matchs en première équipe. Et lui, il courait aussi après cette reconnaissance-là? Tu sentais que c'était une frustration pour lui? Je sais pas, mais je sais qu'il était toujours frustré avec sa vie professionnelle. Est-ce que c'est parce qu'il a mis vraiment trop de temps dans son vie de plaisir et de sportif? Ma mère, par exemple, elle disait, on avait un petit cuillère en bois dans la cuisine, et sur le cuillère en bois, c'est assez marquant que c'était une cuillère en bois déjà, mais c'était une cuillère en bois qui était marquée je suis un rugby widow, veuve de rugby. Ouais. Tu dis qu'en fait mon père il était tellement investi, engagé, il était pas là. Ouais. Il était, c'est comme elle avait pas un mari, le point qu'il était investi dans son rugby. Et à la fin de sa carrière, pour donner une idée de à quel point il était investi dedans, à la fin de sa carrière, quand il chassait cette record des essais, il manquait peut-être 4 ou 5. Il avait peut-être déjà presque 40, donc peut-être l'âge de moi. Donc ça faisait presque 20 ans qu'il jouait à un haut niveau, et c'était avant on prenait soin de nos joueurs pas aussi bien qu'on fait aujourd'hui. Je rappelle très 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 bien qu'on allait voir, chaque samedi on allait voir mon père jouer, et chaque samedi sans without fail, comme on dit ça en français, sans exception, il finissait KO. Il sortait de le terrain de rugby sur une civière. Civière, c'est ça? Oui, un stretcher en anglais. Parce qu'en fait, il a pris un choc dans la tête, et il a pris tellement de choc de son tête qu'à ce moment-là, c'était comme tu poussais sur un petit bouton. Le moindre de choc, il était KO. Et chaque week-end, il retournait, il jouait le week-end prochain. Il se réveille 5 minutes après en disant « Je suis où? Je fais quoi ?»
est-ce que je fais un essai? Et Une pour obsession, moi, ouais. c'était complètement normal de voir ça. C'est seulement maintenant que je regarde ça, mais je dis, mais à quel point on peut être complètement, juste, je dis pas débile, mais tellement obsédé avec une idée qu'on met tout ce qui est important dans le vie à côté. Et donc de ça, je pense que j'ai un peu peur de peut-être faire la même chose. C'est sûr que je fais un style d'escalade qui est assez haut risque. Et j'espère pas qu'un jour, je vais peut-être poser les mêmes questions de mon père. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Mais en Ça a général, pu t'apprendre de la ténacité aussi? oui, j'ai À vu l'inverse. toutes mes enfances que mon père, il donnait tout à ses sports pour être vraiment le meilleur qu'il peut. Et je pense qu'il y a un truc là-dedans qui a resté avec moi. James, on va parler du style d'escalade que tu pratiques. Ok. C'est le traditionnel. Est-ce Ouais. que tu peux peut-être en donner les grandes lignes à Alors, nos auditeurs pour comprendre? le Et puis toi, ce qui t'a appelé vers le trad? le style d'escalade que je pratique, alors c'est assez bizarre. Je dis que c'est sûr, c'est mon style préféré. Et c'est sûr, c'est le style que je suis plus connu pour. Mais tu vois des Euh, limites aussi, c'est ça? Mais bizarrement, c'est peut-être le style que je fais le moins. Mm. Si on prend en termes de pourcentage, combien de jours par an je passe en escalade traditionnelle et combien de jours je passe en bloc et en falaise. L'escalade traditionnelle, c'est vraiment une toute petite portion de mes grimpes. Mais c'est la chose qui me motive le plus. Et la raison que je passe plus de temps avec les autres, c'est pas parce que en fait j'aime les autres ou je trouve qu'ils sont plus importants. C'est parce que l'escalade traditionnelle, c'est tellement complexe et c'est tellement lié à le danger aussi que c'est hyper compliqué, c'est hyper dangereux de faire ça tous les jours. Parce que en fait, si tu prends un risque contrôlé 1 ou 2 jours par an, je trouve que tu peux maîtriser ça. Mais si tu prends le même risque tous les jours, statistiquement, Mm. à un moment, quelque chose va arriver. Donc ça c'est une raison que je ne fais pas ça tout le temps. Et aussi, le fait que c'est très dangereux, ça te laisse jamais grimper vraiment à ton limite physique. Et donc c'est très dur avec le trad d'arriver à un très bon niveau, d'arriver à ton capacité maximale physique et technique. Et donc si moi je veux vraiment faire la chose en trad le plus dur que je peux, j'ai besoin de m'entraîner beaucoup en bloc et beaucoup en falaise pour avoir ce niveau physique que je peux ramener à le trad avec le côté mental qui heureusement disparu un peu moins vite que l'entraînement physique. Et après j'arrive à combiner le deux choses et arrive à faire le voir des voies comme bon voyage. Aujourd'hui, c'est une pratique que tu aimes vivre individuellement ou pour toi, c'est important de sentir aussi un collectif autour de toi? Il y a Caroline, il y a les enfants, et puis il y a voilà, des sponsors, des pairs aussi qui font la même chose que toi. Tu t'envisages ta discipline vraiment comme un projet collectif ou tu as aussi besoin de te réfugier dans des choses qui sont pour toi avant tout? Je pense que le trad, je pense que tout le sport au niveau, c'est un peu égoïste. Mais le trad, il est exceptionnellement égoïste parce qu'en fait, il y a des conséquences que en fait, c'est pas limité avec toi. Ça, en fait, ça va vraiment bien impacter le vie de plein de monde autour. Et donc, j'ai envie de partager le trad avec beaucoup de monde parce que je trouve que c'est juste une façon de grimper qui est pour moi magnifique, complexe, profonde. J'ai jamais trouvé des expériences et des sensations égales dans les autres styles de grimpe. Mais je sais aussi que c'est un style de grimpe avec des autres conséquences et c'est très égoïste. Donc je fais toujours un peu d'attention à ça. Et donc peut-être, je pense que j'ai oublié en fait d'expliquer le trad avec des mots simples, juste pour finir peut-être la question avant et pour expliquer pourquoi le trad il est tellement aux conséquences. Le escalade traditionnelle, en comparaison avec l'escalade en falaise qui est pratiquée en France ou peut-être
en fait partout dans le monde, sauf l'Angleterre et peut-être un peu aux États-Unis, c'est que l'escalade en falaise, il y a presque tout le temps de speed déjà en place dans le rocher. Et donc, en termes de sécurité, la manipulation avec ton corde et ton baudrier, c'est assez simplistique. Et donc, il n'y a pas grand-chose qui peut passer mal si tu as bien fait quelques petits... Par exemple, si tu as bien fait ton nœud, si tu sais bien que ton partenaire s'est assuré. Après, le risque d'avoir un accident grave, c'est assez petit. Ça reste plutôt c'est plutôt une activité physique au lieu d'une activité dangereuse et extrême. Le trad, nous, le grimpeur, on est responsable pour le protection. Et donc, on monte avec plein de matériel différent sur nos baudriers et on place cette protection dans une petite fissure, dans un petit trou qu'on trouve sur le rocher. Et donc, c'est à nous à décider quelle est la meilleure forme de protection pour cette forme de prise. Et s'il n'y a pas un trou ou un fissure naturel, simplement, on peut rien placer. Et donc, peut-être ça se fait que tu vas avoir un chute un peu plus conséquente, un peu plus long, ou peut-être ça va être vraiment un chute par terre, qu'en fait, il n'y a pas assez de protection dans le voie pour grimper en sécurité. Et c'est à toi, le grimpeur, de décider est-ce que ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire ou pas. Et je pense que la plupart du monde qui écoute ce podcast, il va dire mais pourquoi tu as envie de faire ça? Et ma réponse, c'est parce qu'en fait, quand tu combines l'activité physique, l'escalade, qui est déjà une activité assez complexe, avec cette complexité de protection, ça te met dans un état d'esprit qui est juste tellement... c'est quoi je cherche même pas mes mots en anglais. On appelle ça the zone. En fait, si tu rentres dans la zone, c'est ce que tous les athlètes haut niveau ils cherchent. C'est un moment en fait. En course à pied, c'est le flow par exemple. Le flow, c'est la même chose, c'est ça. En fait, tout se passe presque sans effort, sans réflexion, parce que tu es tellement dans l'activité. Et pour moi, ça arrive presque tout le temps avec le trad, surtout dans un voie assez dur, avec des conséquences assez sévères. Et très rarement, je suis même pas sûr si ça m'est jamais arrivé avec d'escalade en falaise, par exemple, ou en bloc. Oui, c'est tellement profond comme activité que je pense qu'on peut dire que je suis addict à ça. Mais malheureusement, le côté d'être addicté à quelque chose, il y a de bonnes choses et de mauvaises choses. Et la mauvaise chose, c'est ce que je viens de dire, que c'est un peu égoïste. Et je sais que ça peut arriver un jour, un mauvais calcul de ma part, qui finit dans une situation très sévère, qui va impacter la vie de Caroline, la vie de mes enfants. Et je suis pas du tout à l'aise avec cette idée-là. Mais je continue quand même. Parce que je pense que j'ai besoin de ça, d'être moi. Et juste de dire ça, c'est hyper égoïste. Mais j'essaie vraiment de faire tout ce que je peux pour contrôler ça. D'être vraiment précautieux avec mon approche, d'avoir toujours un niveau physique largement au-dessus du niveau nécessaire dans le voie. Et donc je pense que je fais tout ce que je peux pour rendre cette activité assez dangereuse le plus sécure possible. Mais je suis complètement courant que je ne suis pas à l'abri de quelque chose inconnu dans la vie qui arrive à un moment. Et justement, là, dans les états, la zone que tu décris ou de flow, est-ce que tu as déjà eu le sentiment à posteriori peut-être de dire que tu as pris des décisions qui étaient peut-être périlleuses ou mal jugées à cet instant-là parce que tu étais dans cet état presque surnaturel, en tout cas au-delà du réel, et que tu as fait des choses imprudentes peut-être? Ça t'a peut amené à faire ces choix-là? Alors, pas forcément lié à l'état de flow. En fait, parce que je pense que quand je suis dans un état de flow, c'est pas vraiment une décision consciente que je fais, c'est plutôt mon corps qui fait pour moi. Et donc souvent j'arrive en haut et je suis même pas courant de ce qui s'est passé en bas. Mais assez récemment,
je pense que pour non, c'est pas la première fois de ma vie, mais je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai l'impression que je contrôle un peu mieux ce que je fais. Je pense que j'ai fait la décision vraiment questionnable, de décision pourrie quand j'avais 18-19 ans, que j'espère que je vais pas faire aujourd'hui. Mais depuis peut-être 10 ans, j'étais assez fier de moi. J'avais l'impression que j'avais toujours pris le bon décision à le bon moment. Qu'il y avait des moments où je dis non, c'est trop. Et il y a des moments où je dis allez, on y va. Et tout a très bien passé. Mais cette année, en fait, je pense que c'était en avril, en Italie, dans un endroit qui s'appelle Valle de Loco. J'avais envie de faire un voix. J'étais là. J'avais plutôt de bonnes sensations dedans, mais c'était pas parfait. J'étais un peu fatigué. Je savais qu'il faisait un peu froid. On n'avait pas assez de matériel avec nous pour rendre vraiment... ça peut être jamais en toute sécurité, mais je peux rendre plus secure que j'avais fait. Et j'avais juste... Quelques mois avant ça, j'avais juste fait deux autres voix très engagées qui a très bien passé. J'avais cette belle, magnifique expérience de flow ou d'être dans la zone. Et je pense que je courais peut-être un peu après cette sensation. Et aussi, je savais que si cette sensation arrivait, j'avais l'impression que tout va bien passer, que tout ne peut pas mal passer avec cette sensation-là. Et je pense que soit j'étais pas assez préparé, soit j'avais juste pris une mauvaise décision, soit j'avais mis trop des expectations sur mes potentiels états d'esprit. Mais j'ai fait vraiment un mauvais calcul. J'arrivais au milieu de cette voie-là en savant que c'était un mauvais calcul, que j'étais pas bien, que j'étais trop haut pour descendre en sécurité. Mais si je montais, je risquais encore plus. Et la seule chose qui m'a fait monter, c'était je savais que chaque mouvement dans le voie, c'était plus facile que le mouvement avant. Donc j'avais l'impression que le plus que je montais, le plus que j'allais vers la security, même si le plus que je montais, le plus haut que je montais. Donc c'était absolument l'inverse. Mais dans cette prise de décision très rapide, peut-être pas très lucide, j'ai décidé d'aller vers le haut. Et je m'appelle, c'est la première fois de ma vie d'un grimpeur expérimenté que je me trouvais dans la voie en train de dire là c'est pas bien ce que tu fais. Là, tu es allé vraiment trop loin et tu vas peut-être pas sortir de ça. Et j'avais Caroline en bas qui m'assurait. J'avais les enfants qui jouaient dans le camion qui étaient complètement... ils savaient rien. Et j'étais en train de penser, alors si je tombe là, et si je casse mes jambes ou je casse mes dos, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour sortir de cette situation? Et ça, c'était pendant que je grimpais. Et c'est vraiment la première fois que... Parce que quand tu commences à réfléchir à des choses comme ça, tu as toute la peur qui arrive, tu as les gens qui commencent à trembler. En fait, tu as tout ce que tu veux pas arriver, il est là. Tu es confronté avec ça. Et la seule bonne chose de toute cette expérience que je peux prendre, et c'est vraiment pas une très bonne chose, c'est que après peut-être 10 ou 15 secondes où j'ai peu de contrôle de mes pensées, j'arrive à me remettre tout ça dans une boîte à côté, parce que ça ne sert à rien que je portais toute cette poids avec moi dans la voie. En ce moment-là, la seule chose que j'avais besoin de faire, c'est d'aller en haut. Assumer ta décision finalement. Exactement. Et donc, je grimpais en haut, je grimpais dans la voie comme c'était 10 cotations plus dures que nécessaire. Je sentais plus rien dans mes doigts parce que j'avais le doigt, j'avais l'onglet. Et donc, c'était juste horrible, mais je faisais vraiment tout ce que je pouvais pour pas tomber. Et heureusement, j'ai pas tombé. Et après ça, même si j'étais pas du tout fier de ce que j'avais honte. Vraiment, j'avais honte de ce que j'avais fait. J'avais envie de ne pas parler de ça parce que j'étais honte que je pouvais faire une décision aussi mauvaise. Mais finalement, j'avais
créé un article sur le sujet parce que je trouvais que c'était peut-être intéressant pour les autres. Et le fait de verbaliser et vraiment de penser plus profondément de pourquoi j'ai fait cette décision-là, je pense que ça m'a aidé énormément de faire des autres bonnes décisions plus récemment. Il y a des autres moments plus récents où j'avais dit non, ça c'est pas pour aujourd'hui. Et j'avais pris la décision de ne pas faire. Là, de retourner un autre jour, j'avais fait et l'expérience, c'était vraiment 100% de plaisir. Et pour moi, c'était pas juste que j'avais fait. Ouais, évidemment, la chose la plus grave, c'est que j'ai mis toute ma famille en danger avec cette décision-là. Caroline, elle pouvait se rendre compte à ce moment-là? Oui, Caroline, elle voyait très bien ce qui se passait, mais elle est en bas, impuissante, elle fait tout elle spectatrice, impuissante. malheureusement. Et j'étais dégoûté avec moi d'avoir mis Caroline dans cette position-là. Parce que normalement, quand je fais... En fait, une de règles entre nous, c'est que si on décide de prendre un risque dans l'escalade, c'est vraiment parce que c'est important pour nous et on fait tout ce qu'on peut pour rendre le plus sécure possible. Et là, je vais passer à côté de ça. Le voix, c'était pas aussi important. J'étais pas assez bien préparé et j'avais dit, moi, j'avais plus l'impression que je suis surpuissante. Ça va passer quand même si je suis pas préparé, ça va aller. Et c'était un bon rappel qu'en fait, pas du tout. Et il y a une fois dans ma vie en fait où je tombais, j'ai pris une chute par terre et heureusement j'étais pas très gravement blessé. C'était en Angleterre, c'était dans une voie très facile, vraiment largement en dessous de mon niveau. Et je m'appelle toujours de cette journée-là où j'ai réalisé que même si la voie elle est facile, Gravity, ça marche aussi bien. Que entre toi et Gravity, il y a qu'un gagnant. Et il y a un moment, en fait, où on a besoin d'apprendre à dire non. Et là, ça peut être lié à un manque d'attention, justement, le fait que la voix soit plus facile pour toi, qu'elle ait une cotation là, plus basse, c'était carrément un manque d'attention. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit assez peu d'accidents. Tu vois beaucoup plus d'accidents dans le niveau débutant et intermédiaire dans le trad que dans le trad haut niveau. Même si, paradoxalement, on est en train de prendre objectivement un risque beaucoup plus grand. Mais je pense que c'est juste qu'on a plus d'expérience et on sait un peu mieux ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Mais évidemment, avec cette dernière histoire, il y a des moments qu'on on prend pas de bonnes décisions. Et c'est pour ça qu'à tout à l'heure, j'ai dit, même si je trouve que j'essaie vraiment de gérer ça le mieux que ce que je peux et j'ai l'impression que c'est un risque justifiable pour moi, ça me rend vraiment triste de savoir que je ne suis pas capable d'arrêter de faire ça. Parce qu'il y a clairement, même si c'est vraiment tout petit, il y a clairement une possibilité que je laisse mes enfants sans papa et Caroline sans mari. Elle te dit quoi, Caroline? Heureusement pour moi, Caroline, je pense qu'elle pense un peu le même que moi. Caroline, elle a une enfance, elle a vécu des choses très, très puissantes dans son enfance. Ça te dit que en fait, sa maman, à un moment, elle n'arrivait pas à gérer sa vie, donc elle s'est suicidée quand Caroline était assez jeune. Elle n'était pas bébé, elle avait 22, je pense, mais ça a quand même laissé un bon trace. Mais Caroline, elle justifiait le risque qu'elle prend, et elle prend, je pense qu'elle prend beaucoup moins de risques que moi, parce que peut-être c'est un peu moins dans son ADN de grimpeur que moi. Elle vient de la compète, même si elle est vraiment attirée par cette monde et ses émotions. Elle justifiait ça en disant que elle espère
si elle peut changer quelque chose dans sa vie, ça va être de expliquer à sa maman que sa maman, elle avait besoin de prendre plus de temps pour elle. Parce que la maman de Caroline, c'était vraiment le maman parfait qui donnait tout pour ses enfants, qui a presque arrêté de vivre pour elle, pour ses enfants. Et donc, elle était vraiment... Les histoires que Caroline elle me dit c'est sa maman, je suis un peu honte en fait qu'on ne fait pas toutes ces choses-là avec nos enfants. Mais Caroline, elle dit que en fait, ma maman, elle n'était plus là. Ma maman, elle était là que pour nous, elle existait au travers de nous. Et le jour que nous, on a quitté la maison, c'était presque la fin de vie pour elle. Et elle, Caroline, elle porte cette poids qu'en fait, la façon qu'elle a décidé d'aller en métropole, parce qu'elle a grandi sur l'île de la Réunion. Et donc, à un moment, sa sœur, elle a 2 ans en plus qu'elle. Elle est partie pour faire son fac de médecin. Caroline, elle est partie à 16 ans pour sa CREPS, pour être un athlète au niveau. Donc, dans la même année, sa maman, elle a perdu ses 2 enfants. Et je sais que ça pèse énormément sur Caro. Et elle dit que pour elle, c'est justifiable de prendre des risques comme ça pour elle de temps en temps parce que ça donne l'impression qu'elle vit quelque chose que pour elle. Même s'il y a de conséquences sévères, si elle prend beaucoup d'attention, si elle gère bien tout ce qu'elle peut gérer, elle trouve que c'est une décision justifiable. Après, je pense que ça dépend à qui tu parles. Je pense qu'il y a plein de monde qui nous écoute maintenant, qui dit mais là tu dis n'importe quoi. C'est injustifiable de faire quelque chose qui peut potentiellement laisser ton enfant sans parent. Et je suis d'accord. Mais à la même temps, il y a beaucoup de mauvaises choses qui peuvent passer dans la vie. Dans la vie normale, on peut tomber dans l'escalier, on peut prendre un bus dans le roue. On n'est jamais à l'abri de quelque chose grave, life-changing. Et donc, je pense que je préfère de montrer à mes enfants la vraie valeur et la vraie puissance de la vie que de vécu une vie un peu vanilla. Après, c'est... Mais vous êtes, avec Caroline, vous êtes d'accord sur ça finalement? C'est quelque chose sur oui, c'est un équilibre que vous avez trouvé aujourd'hui. On est d'accord ensemble. On a discuté beaucoup sur ce sujet-là. Il y a même de décisions qu'on a prises quand à un moment on a retiré la décision parce qu'au finalement on a réalisé que c'était trop. Par exemple, quand Arthur il avait 1 an ou 1 an et demi, on allait en Éthiopie pour essayer d'ouvrir de grandes voies en trad sur des tours de grès au milieu de la désert éthiopienne, avec des rochers vraiment un peu porés, de protection un peu chaud. On a ramené ma mère avec nous et le papa de Caro pour occuper les enfants pendant nous en grimpait. Et pendant le soirée, on était là avec les enfants. L'objectif, c'était de faire vraiment une aventure en famille, de montrer un peu notre vie d'athlète haut niveau à nos enfants, mais aussi à nos parents. Donc c'était une chouette idée. Mais il y a un jour, on était sur un tour et Caroline, elle a presque pris un caillou sur la tête qui était assez gros que... Après, c'est dur de savoir qu'est-ce qui peut arriver. Heureusement, ça n'a pas arrivé. Mais je pense que si je dis que ça peut être le fin de sa vie, je pense que je ne suis pas en train de trop exagérer. Et donc là, dans cette situation-là, on était tous les deux dans une grande voie. Et en descendant de cette voie-là, en réfléchissant un peu plus, en processant toute cette expérience, on a dit, OK, le grande voie en couple, ça c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Parce que si jamais il y a un accident qui arrive à un de nous deux, c'est chaud, c'est horrible. On peut presque même pas penser à ça. Mais si ça arrive, on sait qu'il y a au moins un de nous deux qui peut être là pour les enfants. Mais de laisser nos enfants sans parents, parce que
on était tous les deux en train de faire un risque à la même temps. Ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt à faire aujourd'hui. Et le grand voile, c'était quelque chose qu'on adorait avant. Mais on a laissé ça à côté pour nos enfants. Donc, Sans regret, c'est quand tu prends cette décision-là, là aussi, tu assumes ta décision? Sans regret, oui. Après, le grand voile, j'adore. Mais ça me manque pas. Je suis pas en train de rêver tout le jour en train de dire mais j'espère un jour que je peux refaire un grand voile. Si le jour ça arrive, ça va être cool. Mais c'était quelque chose, c'était une expérience qu'on a fait ensemble. C'était peut-être la première expérience de grimpe en couple qu'on a fait, Caro et moi, pour quelques années. C'était un moment hyper puissant. Mais pour moi, le trad, c'est vraiment plus dans mon ADN. Je pense que c'est pour ça que j'ai plus de mal à bouger de ça. Mais le fait que je peux mettre le grand voile à côté et avoir son regret, peut-être je peux faire la même chose avec le trad. En fait, il y a plein de questions. J'ai pas de réponse. Elles viendront. Juste peut-être ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Et puis ça ira. Ça c'est. C'est pour ça que le vie elle est belle. En fait, on n'a pas toute leur réponse. James, je voudrais qu'on parle un petit peu de ta relation avec la Sportiva. C'est une longue histoire. Comment s'est passée la rencontre? Et puis, qu'est-ce que toi, tu es allé chercher chez eux? Qu'est-ce que toi, tu avais envie aussi d'apporter à la Sportiva? Alors, la Sportiva, c'est... il y a une façon très simple qu'on peut regarder ça et une façon un peu plus compliquée. La façon simple, c'est que la Sportiva, c'était le partenaire de Caro. Et quand Caroline et moi, on se met ensemble et on a commencé à faire le projet ensemble, c'était très compliqué de gérer le projet avec des partenaires si on avait plusieurs partenaires différents. Soit de trouver le financement, soit de gérer de contenu de l'XP. Et donc, vite fait, on a essayé d'aligner tous nos partenaires. Et donc, Caroline, par exemple, elle a allé avec moi pour quelques partenaires. Et moi, j'allais avec elle sur les autres. Et la Sportiva, c'était une des partenaires de Caroline. Et elle m'a convaincu que le chausson, ils étaient juste le meilleur. Après, vu que je suis quelqu'un assez méthodique avec mes pensées, j'ai pas pris Samo juste comme ça. Je fais vraiment un bon test avec plein de modèles contre mes anciens modèles de chaussons. Et tout à fait, je trouvais qu'ils étaient mieux. Et donc, j'étais très, très contente de passer en la Sportiva. Ça, c'était en 2012 ou 2011. 2011 peut-être. Et depuis, ça fait 22, 23 ans que... 12-13 ans qu'on bosse ensemble. Et pour moi, c'est mes meilleurs partenaires en termes de sentiments parce que c'est vraiment en famille. En fait, l'entreprise, elle est toujours dans le main de la famille originale de la Sportiva. Quand tu vas dans l'usine la Sportiva, tu vois les mêmes gens que tu as vus depuis quelques années. Ça ne change pas très vite comme les autres marques qu'on bosse avec. Et donc, il y a un vrai esprit qui reste. Et après, pour moi, la chose plus complexe que ça, c'est qu'en 2011, entre 2009 et 2011, j'ai passé une période un peu compliquée dans ma vie qui est liée un peu à Bon Voyage, qui est liée à le Walk of Life, on va peut-être parler un peu de ça. Mm-hmm. Et j'avais vraiment un manque de confiance en moi en termes de mes places dans le monde de l'escalade. Là, tu as pu compter sur eux à ce moment-là? C'est pas que je pouvais compter sur eux parce que j'étais pas avec eux. J'étais avec mon ancien partenaire. À ce moment-là, j'étais un peu perdu en général et donc j'ai arrêté vraiment de grimper, au moins comme j'ai grimpé avant. Mm-hmm. Je faisais plein d'autres choses qui me ramenaient un peu de plaisir dans ma vie parce que l'escalade, à cette période-là, c'était pas ça qui... En fait, ça m'a ramené plutôt de mal. Et donc la Sportiva, ils ont signé un contrat avec moi quand moi je n'avais pas du tout confiance en moi-même. Donc je posais des questions, mais qu'est-ce qu'ils voient dans moi? Parce que moi je me voyais comme quelqu'un pas très intéressant dans le monde d'escalade. Et après tu devrais poser les questions à le gens à la Sportiva qui a signé ma contrat. Mais je me rappelle de cette décision là. Je pense que je vais me rappeler de toujours.
Et c'est pour ça que j'ai tellement de respect et tellement d'envie de bien faire pour eux, parce qu'ils étaient vraiment... Là pour toi, au moment où c'était pas forcément le plus simple. Oui, ils ont me fait sentir quelque chose de très important à un moment où j'avais vraiment besoin de ça. De la confiance, Oui, c'est ça? exactement. James, comment elle s'inscrit votre relation à l'année avec la Sportiva? C'est quoi le type d'échange que vous pouvez avoir? Comment vous opérez? Est-ce que tu parlais des produits tout à l'heure, toi, tu te prends en jeu sur les chaussons, tu customises, etc. Est-ce que toi aussi tu interviens sur le développement de produits, tu donnes des feedbacks et autres? Et puis au-delà de ça, voilà, la relation, comment elle vit entre le 1er janvier et le 31 décembre avec eux? Oui, c'est une super question ça. Et je pense que c'est complètement différent pour chaque athlète. J'avais déjà dit que la Sportive, c'est mes partenaires préférés. C'est aussi le partenaire le plus cool, le plus facile. Il demande presque jamais rien en retour. Il ne paye un petit salaire. Il ne file de chaussons, d'autres matériels qu'il fonctionne, qui est vraiment pas rien vu le prix que le chausson d'escalade aujourd'hui. Ils sont bien montés dans les dernières quelques années. Même si je pense que leur raison, ils étaient comment dire, artificiellement gardés très basse pour longtemps. Mais c'est quand même un sacré budget. Je pense que moi j'utilise au moins 10 à 15 paires de chaussons par an. Donc si j'avais besoin d'acheter ça, c'est conséquent. Oui. C'est conséquent. Donc je suis très 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 contente pour tout ça. Et après, récemment, j'avais parlé avec eux pour montrer mon entrée dans la fabrication et la conception de chaussons. Et tout de suite, ils étaient là derrière moi. Et ça, encore une fois, c'est juste génial. Quand en fait, la Sportive, il te laisse grandir. Ils ne te poussent pas. Ils sont là si tu as besoin. Si tu es un athlète qui arrive avec, par exemple, avec le compète, tu n'as pas beaucoup de place dans ta vie pour d'autres choses parce que tu es tellement concentré sur la compétition, sur l'entraînement. Ils sont là derrière vous pour donner tout ce que vous avez besoin. Ils ne demandent presque rien. Et après, à la fin de ça, si votre carrière avec l'escalade c'est fini aussi, il va dire au revoir et merci. Si vous transitionnez dans une autre chose, ils sont là aussi pour aider avec ça. Et si encore tu veux transitionner dans l'entreprise ou d'être plus dans la conception de chaussons, ils sont là aussi. Et donc c'est tôt dans mes voyages dans cette direction-là. J'ai commencé à jouer beaucoup à la maison avec mes propres chaussons. Et je parlais déjà avec eux, je montrais ce que j'avais fait, je parlais des idées. Et en septembre, c'est la première fois que je vais passer une semaine dans l'usine pour commencer à vraiment mettre mes mains sur de prototypes nouveaux. Et on va voir où ça va. Moi, j'ai vraiment hâte de faire ça. J'adore jouer avec des technologies, comprendre comment les choses fonctionnent et réfléchir comment on peut faire avancer. Parce qu'il y a tellement des avancées que eux ils étaient responsables pour dans les dernières quelques années. Et je suis sûr qu'on peut encore faire plein de choses dans le futur. Ça me fait réagir. Tu disais tout à l'heure, tu parlais d'être méthodique. J'ai l'impression que tu as un peu ce côté ambivalent. À la fois, je te sens très créatif, esthète, instinctif. Et puis, il y a un côté rationnel que tu mets en contrepoids. Tu as un peu ces deux visages-là? Oui, c'est bizarre que tu parles de ça. En fait, pour l'histoire complète, récemment, j'ai aussi commencé un peu de thérapie pour arriver à gérer toutes mes émotions liées à le walk of life et toute cette partie de ma vie qui sont toujours pas résolues. Et une des idées clés qui sortent de ces séances-là, c'est exactement ça. En fait, il y a deux parties de moi qui sont un peu... pas tout le temps en conflit, mais c'est pas toujours facile de gérer, faire coexister. de faire coexister. Et non, c'est assez rigolo. Après, c'est quelque chose que tu ressentais quand même, ça? Ou c'est ta thérapie t'a surpris finalement? Je pense que c'est comme tout, une fois qu'on arrive à mettre le mot dessous quelque chose, ça devient c'est évident, plus évident.
Mais avant, non, c'était juste un mélange de plein de choses, d'excitation, mais aussi de frustration. Ben, je pense qu'on est tous un peu, Complexe. un peu là, un peu Mm. complexe. Mm. Et oui, une des choses que j'ai vraiment envie avec ça, c'est que récemment, j'ai pris une décision de parler, au lieu d'être un bon anglais et de prendre toutes mes émotions et Les tempérer, les garder pour soi un tempérer peu. ça Mm. profondément en bas de moi, fait comme ça n'existait pas. J'essaie d'être vraiment ouverte, au plus ouverte avec tout ce que je sens. Parce que ça me fait de bien de parler de ça. Et je pense que ça aussi, ça peut aider les autres. Parce que, oui, comme tu dis, on est tous complexes, surtout des hommes. Je ne sais pas si c'est le même en France qu'en Angleterre, mais les hommes anglais, on était toute mes enfances, j'ai entendu que un garçon il pleut pas, que tu devrais être forte. Mm. Le mot clé de l'Angleterre, c'est keep calm and carry on. Mm. C'est- Ouais. c'est- je vois mon père, je vois son père. J'ai jamais rencontré mon arrière-grand-père, mais je pense qu'il a été encore pire. Je vois avec chaque génération de petites avancées qu'on fait, et j'espère juste que Arthur, mon fils, il va être plus capable de parler de ses émotions que moi. Et un jour, peut-être son fils encore plus capable de lui. Oui, il a tendance à ça quand même. Je pense Ouais. qu'on accepte plus de se livrer, de parler, Bah, d'accepter, ouais, d'exprimer des ouais, doutes, des incertitudes. je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer. Avec Caroline, c'est déjà 1000 fois mieux que moi. Comme je disais, avant, elle a vécu des choses que je ne peux pas imaginer dans sa vie. Et elle arrive à vivre heureusement tout le jour et ramène plein de plaisir à tous ses copains, tous ses entourages, ses enfants. Juste, elle est quelqu'un d'exceptionnel. Et je ne sais pas si ça c'est français, d'être une fille, ou peut-être c'est grâce à peut-être ces années de compétition au niveau, elle avait accès aux entraînements mentaux. C'était fondamental qu'en fait elle pouvait bien gérer ça pour bien gérer sa compète. Je sais pas, mais elle est 1000 fois mieux que moi en termes de émotions. Et je juste espère qu'un jour je vais être un peu plus comme elle et mes enfants aussi. Le fait d'avoir pris conscience déjà, c'est le début du chemin. Je pense que c'est une bonne première étape. James, on a dans le podcast une rubrique habituelle qui s'appelle le Uno. Donc c'est autour du chiffre 1. Donc j'ai 3 questions autour de ce chiffre-là. Pas facile. Si tu pouvais être ami avec un personnage de fiction, est-ce qu'il y a un héros de ta jeunesse ou de lecture, de film, de ce que tu veux, que tu aurais aimé connaître s'il existait dans la vraie vie? Alors, un héros de fiction, ça c'est compliqué parce que comme on a déjà dit, je suis pas le plus grand lecteur. Il y a plein de films et j'ai pas trop envie de ça. Après, je pense que je peux dire Flash McQueen. Okay. C'est Lightning McQueen dans le dessin animé Cars. Parce que c'est vraiment le dessin animé préféré de mon fils Arthur. Donc c'est peut-être la première chose qui vient en tête. Mais je trouve qu'il a vécu un parcours de vie assez intéressant. Et je pense qu'il y a des choses qu'on peut tous... Après, c'est une histoire Disney, donc c'est assez simplifié. Mais il y a des choses qu'on peut tous, on peut tous apprendre. Oui, il commence jeune, arrogante, très forte, et petit à petit, en prenant quelques claques pendant sa voyage personnel, il arrive de s'améliorer. Il est mieux après qu'avant. Et je pense que ça, c'est tout ce qu'on peut... Si on arrive tous à faire ça, le monde il va aller dans le bon sens. Deuxième question pour toi. Si tu pouvais assister à un moment historique, donc quel que soit le domaine scientifique, historique, dans ton sport, il y a un moment, ça aurait pu être une petite souris et vivre ce moment, lequel tu aurais choisi? Encore une question compliquée. Ouais. Il y a tellement de moments historiques que j'ai envie de
d'être là pour voir pour de vrai. Parce que même si on entend des histoires, on lit ou on regarde dans des films, alors quelque Moi, on m'a souvent chose... dit la Lune, tu vois. Oui. Un premier pas sur la Lune pour Ouais, être ouais, là. ouais, mais Découvrir l'Amérique aussi, ça va être... c'était ouais. quelque chose qui était vraiment dans ma tête parce que aller explorer, c'est quelque chose de très important. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus dur d'être un explorateur ou une exploratrice qu'avant. Mais il y a quand même des choses. Et donc, je vais plutôt dire quelque chose plus récent. Ça va être... C'est complexe et je suis pas 100% aligné avec mes propres idées. Mais je pense que je vais dire... Quand c'est devenu plus facile et possible pour tout le monde pour prendre l'avion. Qui est vraiment bizarre parce que personnellement, Caroline et moi, maintenant, on a choisi de plus utiliser l'avion depuis 5 ans. En fait, depuis Arthur il est né. Mais avant ça, on a voyagé vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, si quelqu'un peut prendre cette décision de sacrifier cette partie de plaisir dans une vie, c'est nous. Parce qu'on a déjà vécu des expériences magnifiques grâce à ça. Et je pense que... Et c'est pas le seul moyen de faire. Mais c'est peut-être le moyen le plus facile de comprendre qu'on est hyper nombreux sur cette terre. On est hyper différents. Mais à la fin, on est tous le même. Donc, toutes ces idées malsaines, cruelles, qu'on voit maintenant dans le nouvelles, dans le journal, qu'on a vécu tout le jour. Là, en Angleterre, il passe des choses horribles en Angleterre. De gens qui révoltent contre l'immigration libre. Et tout ça, je peux juste pas comprendre. Et je pense qu'une grosse partie de ça, c'est parce que je voyageais beaucoup, j'ai des amis de partout, et donc personnellement, je ne me considérais pas anglais, je ne me considérais pas français. Je suis, et c'est un grand cliché, mais je suis un citizen de le monde ouais. entier. Et j'ai simplement beaucoup plus de chances que beaucoup plus d'autres mondes d'être né avec un passeport anglais, qui me donne la possibilité d'avoir une vie facile et de voyager facilement. Mais ça ne dit pas que je suis mieux que quelqu'un d'autre. Et je pense que le fait de prendre l'avion, de voyager plus facilement, c'est un super moyen de découvrir ça. Même si de prendre l'avion, c'est pas du tout bon. Donc j'attends juste avec impatience un moment où en fait il y a des avions électriques ou quelque chose de similaire, qu'on peut tous revécu cette expérience de partage mondial magnifique sans sacrifier la planète. Bravo, belle réponse. Si tu devais décrire ta personnalité en un mot, c'est la dernière question de ce Uno. Un mot pour ta personnalité. Ça, c'est plus facile parce que c'est vraiment quelque chose que Caroline, elle a... Ouais. Chaque fois que je prépare une présentation, chaque fois que je parle d'un nouvel film, elle dit que mais le base, c'est ça. Ça, c'est toi. Donc ça, c'est curiosity ou curious. J'ai toujours envie de savoir ce qui est derrière le portail ou au-dessus de la colline ou en haut de la montagne. Depuis j'étais vraiment tout petit jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Il y a l'expression en anglais, la curiosité est un vilain défaut. J'ai jamais compris moi ça. En français, on le dit beaucoup. Aux enfants, souvent, on disait, en tout cas dans le temps, la curiosité est un vilain défaut. Un vilain défaut, ça te dit quoi? C'est l'inverse d'une belle qualité. C'est comme si on te disait, on reprochait d'être curieux. Alors en anglais, on dit curiosity killed the cat. Okay. A lot. Qui est peut-être similaire. On dit à les enfants peut-être ah non, tu ne devrais pas curieux, rester là, tranquille, dans l'endroit où tu connais, où tu es en toute sécurité. Et c'est vrai que si tu vas vers le curiosity, tu vas vers l'inconnu, il y a des dangers. Mais je trouve que c'est comme tout. En fait, de gérer bien le danger, c'est un apprentissage. Et si on n'apprend jamais ça, c'est sûr que les dangers sont dangereux. Mais
petit à petit, tu prends de l'expérience et finalement, le danger, c'est juste quelque chose qu'on n'a pas encore vécu. Et, et voilà, un jour, tu vas vécu ça et tu vas réaliser que c'est tout à fait assez normal. Là, on essaie vraiment de faire ça avec nos enfants. On fait plein d'aventures. Ça fait un peu peur, en fait, à quel point tu orientes tes enfants. Après, tu me dis que je fais que de bonnes choses. Après, c'est mon avis. Il y a des gens qui vont dire que le curiosité... C'était quoi l'expression française? La curiosité est un vilain défaut. Vilain défaut. Oui, et donc nous, avec Arthur, avec Zoé, on est toujours en train de dire, mais c'est quoi là-bas? Qu'est-ce qui est dans cette petite grotte-là? Tu veux pas aller voir? Et je vois tout de suite qu'en fait, eux, ils sont hyper curieux aussi. Et j'espère que en grandissant avec cette approche-là, il va être plus armé pour découvrir vraiment plein de belles choses dans la vie. L'ouverture. Oui, je pense. Comme toi, citoyen du monde. James, on va prendre la machine à remonter le temps. Ok. Tu vois, si ça avait été Marty McFly, on aurait pu prendre comment elle s'appelle cette voiture? Mince, la DeLorean. La DeLorean pour remonter jusqu'en 2008. Il y a eu un chapitre marquant de ta vie, tu l'as évoqué déjà en pointillé tout à l'heure, mais on va rentrer peut-être un peu dans le détail, peut-être pour nos éditeurs qui ne le connaissent pas. C'est Walk of Life. Tu avais alors 22 ans. Est-ce que tu peux me parler de ce projet? Pourquoi tu avais choisi cette voie? Quelles connaissances tu en avais? Voilà, quelle était la démarche derrière le fait de se lancer dans Walk of Life et dans quelle disposition tu étais toi à cet âge-là, James, différent d'aujourd'hui évidemment par la force des choses, mais voilà, quel sens derrière tout ça? Alors, déjà, je pense que pour bien comprendre cet épisode dans ma vie, on a besoin d'aller peut-être un peu plus en arrière. Et donc, je commence à grimper peut-être autour de 2002, 2003. 2005, j'avais déjà fait ce qui était pensé d'être le voile le plus dur en trad au monde. Et pour quelques années après, donc 2006, 2007, j'allais un peu partout non, c'est pas vrai, j'allais pas partout en Angleterre. Je grimpais plein de projets extrêmes sur le Gridstone, qui était l'endroit où j'avais grandi en Angleterre, l'endroit que j'avais appris à grimper. Et j'avais fait plein de projets d'escalade qui étaient censés être trop dur ou impossible ou pour une génération future. Et j'avais fait. Et donc, quand on arrive en 2008, à ce point-là, j'avais jamais pas reçu un projet que j'avais envie de faire. J'étais entouré par les gens, parce qu'ils étaient très sympas, je pense, qui disaient que pour être simple, un petit dieu de l'escalade traditionnelle. Et j'avais 18, 19, 20, peut-être à la Walk of Life, j'avais 22, je pense. Les adolescents ou le jeune homme de 22 ans, ils sont pas toujours connus pour être raisonnables avec leurs impressions avec leurs égos. Et donc je pense que j'avais vraiment un très grande impression de moi-même et plutôt une très grande idée de ce qui était possible pour moi. Et si je ne trouvais pas aussi rigolo maintenant, je pense que je vais avoir trop honte de dire ça, mais il y a vraiment des moments à cette époque-là où je pensais que j'étais peut-être un peu magique, que le monde il tournait autour de moi et que tout était fait pour me rendre heureux, que tout ce que j'avais envie de faire, je peux faire, vraiment tout était possible. Et bizarrement, Caroline aussi, elle avait cette impression quand elle était plus jeune. Et c'était le décès de sa maman qui a cassé sa poêle. Et elle dit que elle pense que c'était à cause de ça que ses résultats en compétition, ça allait pas aussi haut que ça devrait être. Elle était par exemple trois fois championne du monde jeune d'escalade. Mais elle arrive en senior, elle commence à faire son première Coupe du Monde, première
finale. Elle était vraiment sur un trajet qui montait vers les étoiles. Et là, tu avais le mot de sa maman. Et elle disait, après ça, avant ça, j'avais toujours dit, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Et après ça, je savais que c'était plus vrai, que j'étais humaine comme tout le monde. Et pour moi, c'était, je pense qu'un peu le même avec The Walk of Life. J'avais pensé que The Walk of Life, parce que j'avais trouvé que c'était extrêmement dur, que ça devrait être la chose le plus dur au monde. Parce que dans ma tête, j'étais le meilleur grimpeur de trad au monde. Et si cette voie-là, c'était le voie le plus dur que j'avais jamais faite, ça disait que c'était le voie le plus dur qui était jamais faite par quelqu'un. C'était égoïste à ce point-là. Et il y a plein de raisons. Je pense que pourquoi j'ai trouvé que cette voie-là, elle était extrêmement dure pour moi. C'était pas du tout dans mon style. J'avais pas du tout d'expérience dans cette façon de grimper, de rester aussi longtemps dans une voie quand le voie que j'avais d'habitude de faire sur le Gridstone, il durait quelques minutes. Celle-là, il durait 1 heure. Et pendant cette 1 heure, j'avais tellement peur que je vais mourir que c'était juste vraiment, si je dis que c'était l'enfer, c'est pas une exagération. Donc j'ai fait cette voie-là, pour moi c'était le plus extrême, et donc j'ai donné une cotation qui n'était jamais donnée à une voie d'escalade traditionnelle avant. E12. E12, exactement. Et très peu de temps après, c'était répété par un grimpeur écossais qui avait vachement plus d'expérience que moi dans cette style, qui est aussi bien sévère avec ses cotations. Et il a fait peut-être le plus grand décotation dans l'histoire de trad. E9, donc. E9, oui. Et donc, 3 cotations. Et je pense que aussi en Angleterre, on a une tendance que, avec les gens célèbres en Angleterre, soit les gens sportifs ou juste en popular culture, on a une tendance de faire monter vite, de croire que c'est Dieu sur Terre, et après de prendre vachement de plaisir quand on décide que ça c'est assez, on a assez de casser et de profiter de le chute vers le terre. Et je pense que c'était un peu comme ça. Je pense que la communauté en Angleterre, ils étaient peut-être un peu cruels, mais moi aussi, j'avais fait vachement de bêtises aussi. C'était pas l'intention, ceci dit, de ce que j'ai compris de Dave McLeod, qui est la personne qui l'a décoté à E9, c'était pas son intention de te rabaisser. Lui, c'était une appréciation objective selon lui, c'était pas pour te mettre à mal. Il dit que c'était son idée de la cotation de la voie, et donc il avait juste envie de dire la vérité. Après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste le fait qu'il est assez sévère? Tout le monde qui fait cette voie-là aujourd'hui, tout le monde dit que c'est bien dur pour E12, et je pense que c'est en train d'être reconnu comme E10. Et je pense que si j'avais été un peu plus humble et donné E11, peut-être, je pense que le shoot, il va être pas aussi violent. Et peut-être que je vais avoir pas vécu la même chose que j'ai vécu. Mais en même temps, ce que j'avais vécu, ça définit un peu ce que j'étais aujourd'hui. Et donc si j'avais la chance de prendre cette machine de temps et d'aller et changer quelque chose, je pense que je vais rien changer. Parce que c'était comme ça, je vois les erreurs, les graves erreurs que j'avais fait, je comprends un peu pourquoi j'avais arrivé à cette endroit et pour faire ces erreurs. Et tout ce que j'ai vécu après, ça a un peu défini le personne que je vais être aujourd'hui. Même si ça faisait beaucoup de mal, je pense qu'il y a pas mal de bonnes choses qui sont sorties de ça. Parce qu'il y a des conséquences importantes. Tu as décidé quand même de changer de vie, tu as déménagé. Totalement. Une influence marquante sur toi. J'ai complètement changé ma vie. J'ai presque arrêté de grimper. C'est seulement grâce à Caroline que j'ai retrouvé ma passion pour l'escalade. Et grâce à Caroline que je suis là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec tout ça, je trouve que vraiment j'ai la meilleure vie que je peux imaginer. C'est juste pendant les derniers 5 ans, il y avait plusieurs moments où je dis alors demain je vais me réveiller et je vais me rendre compte qu'en fait tout ça c'était un rêve.
Parce que j'ai jamais imaginé que je vais arriver dans un moment dans ma vie où je peux être aussi heureux. Et je pense, malheureusement, et peut-être c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour beaucoup des humanités, on a peut-être besoin de goûter à le mal pour vraiment apprécier le bon. Et donc les années après le Walk of Life, ils étaient tellement durs que maintenant, en comparaison, tout est juste magnifique. Et à quel moment, est-ce qu'il y a une journée, un moment où tu t'as senti que revenait l'envie ou que les choses s'inversaient? Là, je pense à Pembroke, au Pays de Galles. Est-ce que ça a été un des moments clés? Enfin, à quel moment tu as senti que ça s'inversait, que tu relançais une dynamique, tu te sentais épaulé? Il y avait quelques moments clés, je pense que dans cette voyage personnel, mais pas forcément un moment définitif où je disais que ok, là c'est bon, c'est fini, ouais. On parle d'autres choses. Même d'aujourd'hui, j'attends toujours ce moment. En fait, c'est pour ça. En fait, non, aujourd'hui, j'attends plus. Avant le bon voyage, j'attendais toujours ça. Et je pensais que ça va être bon voyage. Je pensais que quand j'avais fait cette voie-là, ça va être vraiment le fan de tout cette voyage. Je vais être fier de moi à nouveau. Et je vais sentir un soulagement de toutes les expériences que j'avais vécues. Et ça n'a pas arrivé. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, que je fais un peu de thérapie. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, il y a clairement d'autres choses plus complexes. Mais vraiment, depuis le Walk of Life jusqu'au bon voyage, j'avais toujours une forme de chimère, chimera, que j'avais presque l'impression que j'étais, je sais pas, un chasseur de monstres. Et j'avais besoin de voyager partout dans le monde pour trouver ma bête ultime, pour batailler ça. Et une fois que la bête elle était morte, je peux être contente que voilà, j'avais fait quelque chose avec ma vie. C'était un peu le quest de ma vie, de trouver cette voie ultime de trad. Et donc, après The Walk of Life, j'avais une période peut-être de 2 ans hyper complexe où j'avais quitté l'Angleterre, j'allais en Innsbruck avec l'intention de... J'avais réalisé qu'en fait, je manquais plein de choses dans mon répertoire de escalade. Et je pensais de trouver à Innsbruck où il y avait beaucoup de monde qui était très fort dans ce style de grimpe, de falaise et de compétition. Effectivement, d'avoir l'endurance. Et toute seule, j'arrivais pas. Et je trouvais de solace dans d'autres choses qui me ramenaient le plaisir, qui n'étaient pas forcément très bons pour le grimpe, le vide, la nuit, tout ce qui va avec ça, en sex, drugs and rock'n'roll, on dit en anglais. Et évidemment, mon niveau d'escalade, il baissait, même si j'avais l'impression que j'ai essayé de m'entraîner plus que jamais. Et donc, j'étais plus en plus en colère avec l'escalade. C'est-à-dire que je prenais aucun plaisir. Et à un moment, je dis, mais si je prends aucun plaisir, pourquoi j'ai fait ça? Et c'est seulement quand je rencontrais Caroline. Caroline, elle avait fait une rupture de poulie dans une de ses doigts et elle avait fait de surgery sur son doigt. Elle n'a pas grimpé pour 3 mois et on s'est rencontrés en Turquie. Le premier voyage d'escalade après ça pour elle. Et donc, elle avait juste faim d'escalade. Elle grimpait tout le jour, entre le matin et le soir. Elle voulait juste que grimper. Et je regardais cette fille-là et je dis, mais je m'appelle quand pour moi l'escalade c'était ça aussi. J'avais juste envie de sortir tout le jour pour grimper. Et ça me rendait un peu triste. Mais en même temps, je trouvais tellement inspirante la façon qu'elle faisait les choses que ça me remet une petite étincelle. Et petit à petit, le petit feu dedans moi, ça grandit. Donc après, Caroline et moi, on s'est mis ensemble. Grâce à Caroline, elle m'a expliqué plein de choses sur l'entraînement. Mon niveau d'escalade, il a augmenté. J'ai fait mon premier 9A en falaise, un niveau que j'imaginais jamais possible pour moi. J'utilisais ce niveau-là pour aller à Pembroke pour essayer de faire le premier E10 flash qui n'était
jamais tenté, mais jamais peut-être imaginé avant. J'ai fait mes premiers E7 et E8 à vue. J'ai fait plein de choses que je pensais impossibles pour moi en trad. Et donc c'était vraiment le joie pour l'escalade, c'était un nouveau là. Et avant, je réalisais qu'en fait mes relations avec l'escalade, c'était tellement lié à ces quelques petits moments où je faisais la croix, et le reste du temps, c'était plutôt... j'essaie de toujours trouver de petites triches pour faire quelque chose, parce que j'avais jamais vraiment la compétence de faire bien. Quand j'ai parti dans un voyage, j'avais toujours l'idée que j'avais besoin de trouver un genou caché que quelqu'un n'a jamais vu, ou un moyen de pas reposer, ou de chanter un peu une section duo, parce que j'avais pas le niveau physique de faire. Et après Pembroke, c'était la première fois qu'en fait d'aller dans un voie duo, c'était excitant, parce que je savais que j'avais le niveau. C'était juste une question de est-ce que je peux remettre tous dans le bon sens pour arriver à faire la voie. Et ça, c'était tellement motivant que le futur, en fait, c'était pas une question de à quel point je vais tomber et casser mes jambes. C'était plutôt une question de quelle belle aventure je peux faire que j'ai jamais imaginé possible. Et là, ça nous ramène à Rhapsody, qui était un peu de mes bêtes noires. J'ai fait celle-là. Ça, c'était déjà un grand soulagement, mais toujours pas autant que j'imaginais. Après, j'ai commencé à voyager partout dans le monde dans cette voie ultime. Je fais ça entre 2014 et 2018. Je trouve plein de choses, mais jamais quelque chose parfait. Et après, on a nos premiers enfants, Arthur. Et j'ai accepté que c'était la fin de ma carrière de grimpeur professionnel, que c'était le temps de passer à autre chose. Et j'avais vraiment aucun problème avec ça. C'était bizarre. Je pensais que ça va être tellement difficile, mais une fois que Arthur était là, en fait, tu réalises qu'il y a d'autres choses tellement plus importantes. Et bizarrement, c'était cette attitude de lâcher prise, on dit ça, ouais. qu'en fait, qui a fait la prochaine étape de mes progressions en grimpe. Le fait que, en fait, évidemment, avec un petit enfant, tu dors pas très bien, tu t'entraînes pas très bien, tu n'as vraiment pas beaucoup de temps, beaucoup moins de temps qu'avant. Et quand tu arrives à grimper, il y a quelque chose d'autre que tu dois réfléchir, pas forcément le croix de la journée. Et tout ça, je pensais que ça va juste fait que en fait, j'ai devenu nul en escalade, que j'avais pas la capacité mentale de penser à tout, de performer à le même niveau qu'avant. Et voilà, ça va être juste naturellement le fin. Petit à petit, je vais faire moins de choses dures. Mais en fait, c'était l'inverse. Cette lâcher prise, c'était exactement ce que j'avais besoin. Parce que je réalise que j'avais mis tellement de pression sur moi avant de performer à un haut niveau, qu'en fait, je limitais ce qui était possible pour moi. Et donc, c'était la première fois que j'ai entendu parler qu'en fait, tu peux devenir plus forte en être parent. Mais depuis, je pense qu'évidemment, c'est comme quand tu veux acheter une nouvelle voiture, tu commences à voir la voiture que tu veux partout. C'est pas que les histoires n'étaient pas là, c'est juste que j'étais pas très intéressé. Mais depuis, j'entends plein d'histoires avec mes autres copains qui disent exactement la même chose. Qu'ils ont beaucoup moins de temps à grimper. Ils pensaient que ça va être le fin, mais en fait, ils grimpent mieux que jamais. Après, petite caveat, c'est pas peut-être toujours comme ça. Et donc, on fait pas les enfants juste pour avoir mes niveaux en escalade. Mais pour moi et pas mal de mes copains, ça a très bien marché. Et donc, ça nous ramène à bon voyage, que j'arrive à bon voyage. J'avais aussi laissé à côté l'idée de chercher cette voie ultime. Et je pense que le fait de laisser cette rêve, ça m'a permis de voir ce qui était vraiment en face de moi. J'avais toujours voyagé avec le luxe d'avoir tout le temps et toute la possibilité de voyager où j'avais envie. Et donc, je disais toujours, sûrement, ça c'est beau, mais il y a peut-être quelque chose de mieux juste derrière. Un peu le curiosity. Toujours curieux de voir ce qui était derrière et jamais aussi contente de faire ce qui était vraiment en face de moi.
Et donc, je trouvais assez ironique que j'ai trouvé Bon Voyage à Anot, qui est pas le meilleur endroit pour trouver de voir un traducteur en Europe. C'est même pas c'était juste un endroit en fait qui était proche de la maison, qui était plutôt bien pour les enfants et j'avais pas trop de choix. Et quand t'as pas trop de choix, peut-être tu regardes les choses un peu différemment, mais il était là, le plus bel voix que j'ai jamais fait de ma vie. Il était là à 10 mètres, juste à côté d'un voix que j'avais déjà fait en 2017. Je vais même pas regarder. Et je me rappelle de la première fois que j'ai réalisé qu'il y avait toutes les prises qui s'enchaînaient dans cette face, que je disais, mais comment t'as pas vu ça avant? Ouais, on est souvent aveugle. On comprend là que ton état d'esprit a beaucoup changé. Est-ce que tu as changé des choses ici dans ta préparation avant de te lancer dans Bon Voyage, physiquement, au-delà de ton état d'esprit qui a évolué? Oui, carrément. Et donc, il y a deux grandes choses qui ont changé. Le premier, c'est que pour la première fois de ma vie, je pris un vrai entraîneur. Même si Caroline, elle m'a entraîné un peu avant, c'était plutôt en suivant ce qu'elle faisait pour elle, qui était programmé par les entraîneurs de l'équipe de France. Et maintenant, en fait, Caroline, elle a décidé de prendre un entraîneur spécifique pour sa remise après Zoélie, notre deuxième enfant. Et vu qu'elle a décidé de faire ça, je disais, pourquoi pas essayer moi-même pour la première fois, voir si ça peut faire quelque chose. C'est vrai que j'ai un peu moins de temps. Peut-être si quelqu'un peut m'expliquer ce que j'ai besoin de faire pour avoir un bon niveau, au moins ça va me garder un peu de temps à côté pour quelque chose d'autre. Et donc je commence à s'entraîner avec Oli Thor de Lattice Training en Angleterre, parce que Caroline, elle s'entraînait avec un fille qui s'appelle Maddie Cope, qui est spécialisée dans l'entraînement postpartum. Qu'on voit dans le film Baby Steps. Oui, exactement. Et donc depuis, Oli, il est devenu un de mes meilleurs copains, parce qu'on est très proches avec l'entraînement. On parle assez souvent. Et je pense que c'est vraiment, au moins en grosse partie, c'est grâce à lui, toute la croix que j'ai fait dans les derniers 3 ans. Il est juste génial. Il est capable de programmer, de planifier une séance d'entraînement qui fonctionne très bien pour moi, avec mes limites de temps, avec les limites de matériel qu'on a, qui me met en forme juste à le bon moment, et tout ça vraiment avec beaucoup de plaisir. Parce que moi, je ne suis pas comme Caroline, je n'ai pas 10 ans d'expérience de souffrir dans le Coupe du Monde. Quand ça fait mal, j'ai plutôt une tendance d'arrêter. Et donc, une des premières choses que je dis à Oli, c'est que tu devrais trouver moyen de m'entraîner, mais sans faire mal. Donc, pas d'endurance typique, mais il arrive à me donner l'endurance. C'est génial. Et après, l'autre gros changement, c'est grâce à les enfants, c'est grâce à le fait que j'essaie, je dis essayer parce que c'est toujours un travail encore, mais j'essaie de changer la façon que je vois le monde tout le jour. Et c'est le même aussi pour la façon que je vois le monde de l'escalade. Qu'au lieu d'être obsédé par la fin de chaque projet, que je concentrais sur les petites choses de plaisir, mais aussi qui passent pas forcément très bien dans chaque journée, et vraiment d'apprécier chaque truc pour ce que c'était. Et je veux que ça a tellement bien marché en Bon Voyage. C'était la première fois dans ma vie que j'étais presque triste que l'expérience était finie. Quand j'arrivais en haut, évidemment, j'étais très contente que j'avais fait le voie. Mais d'arriver en haut, j'étais un peu mélancolique ou bittersweet. Bittersweet, c'est le meilleur moyen d'expliquer ça. Quand c'était une expérience qui était vraiment une grosse partie de ma vie pour quelques années, qui a ramené tellement de belles souvenirs d'être là, soit toute seule, avec le temps que pour moi, soit avec mes enfants et mes familles en bas, de jouer dans les feuilles, d'aller explorer le grotte à Anot. Juste vraiment un endroit magnifique et des expériences mémorables que je savais que
c'était fini. Et c'est peut-être un peu de ça qu'après, je trouvais que c'était assez important d'être là à Nantes chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui essayait le voir. Donc, c'était soit Jacopo Larca, soit Adam, soit Seb Beth. Chaque fois il y a quelqu'un qui essaie sérieusement de le voir, j'étais toujours là pour donner des encouragements, des aides, parce que j'avais vraiment envie que je trouvais que c'est tellement belle cette voie là et pas trop dangereux que beaucoup de grimpeurs, pas forcément dans le monde de trad, potentiellement expérimenter vécu cette expérience là et vécu quelques émotions que j'avais vécues aussi, qui est lié à mon adoration pour le trad. Et le fait que Adam André il est venu, il a essayé, il a fait le voir, il a fait la première répétition. Mais pour lui, la chose le plus mémorable, c'était que le premier quelques runs il a fait dedans, il n'était pas du tout dans sa voix, pas comme d'habitude. Il disait qu'avec le trad, il y avait quelque chose de différent, qu'il n'avait pas du tout habitude, pas du tout d'attente de voir ça. Et avec quelques essais, chaque essai, c'était mieux en mieux. Et dans son essai final, quand il a fait, il a me rappelé juste après, il a dit, j'ai trouvé la mort de le trad, les émotions que tu m'as me parlé, et c'est vrai que c'est génial quand tu te perds complètement dedans. Et pour entendre ça de Adam qui a fait vraiment tout ce que tu peux faire dans l'univers de l'escalade, c'était trop génial. Toi, tu avais pris le temps, James, pour la cotation. Justement, tu t'étais laissé aussi du temps. Est-ce que c'était en lien avec Walk of Life, j'imagine? Exactement. Et donc, on a déjà parlé de Walk of Life, que c'était la première fois que la cotation E12 s'était proposée dans le monde de escalade traditionnelle. Et j'avais tellement peur que c'était moi qui proposais pour une deuxième fois cette cotation, et c'était potentiellement décoté pour une deuxième fois. J'avais tellement... Ouais. Même si logiquement, je savais que j'étais complètement différent comme grimpeur qu'avant. La situation, c'était complètement différent. Que le Walk of Life, c'était quelque chose qui était dur parce que j'avais jamais fait quelque chose comme ça avant. Et Bon Voyage, c'était quelque chose qui était vachement dans mon style, vachement dans mes mondes d'expérience. Que si potentiellement j'avais côté un peu trop dur, ça va être peut-être un demi-côte 8C+ à 9A, pas E12 à E9, qui représente peut-être 8A à 8C+. Une sacrée différence. Et que même si quelqu'un dit que c'est pas aussi dur que je pensais, que ça va être vraiment tout petit. Mais même en savant tout ça, j'avais tellement des émotions coincées dedans que je n'arrivais pas à bien gérer, que ça faisait vraiment trop peur de même penser à ça. Et c'est pour ça que j'avais pas coté quand j'avais fait. Et après, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très, très important pour moi pour demander des avis des autres grimpeurs. Et vraiment, juste après j'avais fait, le premier mois après, j'ai essayé de ramener Adam, de ramener Jacopo, de ramener Seb, d'essayer le voir, mais ils étaient tous pas libres à ce moment. Et c'était seulement peut-être 8 ou 9 mois après que la première personne a venu. Ils ont trouvé un peu dur. Après le deuxième, un peu dur, mais je croyais toujours pas que ça peut être aussi dur que j'imaginais. Et enfin, il y avait quelque chose, je parlais avec Arthur un jour, et je parlais de le fait que, je ne m'appelle même plus la conversation, on parlait de trouver son courage, de rester fidèle à ses idées propres, de pas changer tes idées juste parce que quelqu'un dit que tu devais changer ou society dit que tu changes. Et en disant ça à lui, je disais, mais comment je peux dire ça à lui et je peux pas faire ça moi-même? Je pense que c'est ça. Je devrais être assez brave, assez courageux
de disques, je pense, même si je sais que ça peut me faire mal. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit publiquement j'avais dit publiquement le cotation sans... avant le voix, il était répété. Et après, quelques mois après, c'est Adam qui est venu, qui a répété pour de vrai, qui a confirmé. Et donc, un grand soulagement en ce moment-là. Mais je pense que le début de le travail, c'était grâce à cette conversation avec Arthur. Et donc, depuis, j'avais fait le voix. C'était confirmé par Adam. Et toujours pas cette sensation de ok, c'est bon, on te pardonne pour le bêtise que tu as fait dans tes enfances. Tu peux aller, tu peux continuer avec ta vie. Le poids de Walk of Life, il est toujours là. Mais maintenant, je réalise que c'est beaucoup plus qu'un poids de The Walk of Life. C'est beaucoup plus un besoin de faire bon voyage. C'est un truc lié à moi, à mes relations avec l'Angleterre, à mes relations avec moi-même. Et donc oui, ça c'est le prochain boulot. J'imagine que ça va prendre bien plus longtemps que tous ces voix que j'avais fait, bien plus complexe. Mais ça avance, il y a déjà des avancées. Ça avance et ça me motive vraiment beaucoup. Ouais. Pour en finir avec bon voyage, question traditionnelle du podcast, hein, le kit de survie, c'est quoi les 3 notions, les 3 choses à avoir avec soi ou en soi pour imaginer réussir une telle aventure? Kit de survie pour bon voyage. Là, le premier, c'est très facile. Il y a un morceau de protection qui est absolument clé. Si t'as pas, tu peux pas faire le voir. C'est le dernier morceau de protection que tu mets avant tu commences le crux et tu mets rien jusqu'à tu arrives à la fin. Et ça, c'est un petit coinceur, un petit friend de taille 0.3. Le mien, c'est de Wild Country, mais il y a des autres marques aussi qui existent. Et c'est absolument nécessaire. Après, je dis, pour moi, un truc clé, c'était mes choix de chaussons. Et bizarrement, j'avais grimpé dans un chausson que, en fait, j'étais moins à l'aise que les autres chaussons, la Sportiva. Mais j'avais choisi cette chausson-là parce que dans la totalité de la voie, ça me permis de reposer mieux. Et d'habitude, maintenant, je grimpe beaucoup en Theory. C'est un modèle que j'adore, je trouve hyper polyvalent. Mais dans Bon Voyage, je grimpais beaucoup en katana. Et pour moi, le katana, c'est l'arme que j'utilise quand j'ai besoin de marcher sur le petit pied. Et surtout beaucoup de petits pieds. Parce que tu peux marcher sur le petit pied en Theory, mais très vite, tes pieds sont fatigués. Et le katana sont beaucoup moins sensibles. Je trouvais qu'il y avait quelques mouvements dans la voie qui étaient plus durs parce qu'ils sont beaucoup plus rigides. Je n'arrivais pas à tirer aussi bien avec mes pieds. Mais le fait que je pouvais reposer sur mes pieds, ça changeait tout. Ça changeait que dans le dernier repos, juste avant la section clé, je pouvais reposer avec mes bras. Et en Theory, si j'arrive dans cette repos-là, je suis tellement vite épuisé de pieds et jambes que en fait, je force trop avec mes bras et je récupère pas. Donc c'était assez intéressant de découvrir ça. C'est cool de voir à 38 ans, on est toujours en train de découvrir des choses dans le monde d'escalade. Ça, c'était cool. Et après, le troisième, c'est un peu plus abstrait. Je dis que ça, c'est juste la façon de regarder les choses plus objectivement. De te perdre pas dans le réussite. Tom Randall et Pete Whittaker, deux grimpeurs anglais qui sont the White Boys, ils ont un petit mantra parce qu'eux, ils font des choses. The off-width, c'est un style de grimpe qui est encore plus spécialisé que le trad. Et effectivement, c'est des mouvements qui sont pas très durs, mais c'est hyper répétitif. Donc, c'est vraiment dans l'endurance et le douleur long terme. Et eux, ils ont un mantra: focus on the performance, not the goal. Concentrer sur la performance, pas l'objectif.
Et ça, c'est génial. Si tu commences à réfléchir trop dans le futur, souvent tu rates ce qui est vraiment en face de toi. Et voilà, ça c'est toi, non? Je suis pas très bon en maths, mais je pense que... c'est 3. Moi, je refais j'arrive le à calcul, compter. j'ai l'impression qu'on est jusqu'à 3. Super. Bon, ensemble, on est... À nous deux, on y arrive. Ouais. Tu parlais justement de futur à l'instant, James. L'avant-dernière question avant qu'on se quitte. Quand tu sors justement d'une réalisation comme Bon Voyage, est-ce que ce temps de latence qui te mène jusqu'au projet d'après, à l'objectif d'après, est-ce que tu vis ça bien? Comment est-ce que tu construis le coup d'après? Et puis voilà, quelles sont toi tes envies là pour la suite? Est-ce que tu as les idées claires sur ce que tu voudrais réaliser? Oui. Bah, ça tombe à un moment assez intéressant cette question-là, parce que c'est vraiment pour la première fois de ma vie, je suis sans objectif. Parce que toujours, tu finis un projet, mais tu avais déjà un autre projet un peu en tête, ou plusieurs qui sont circulés pendant des années et des années et des années, et tu vois ça plutôt comme le fin d'un projet, c'est la liberté de commencer un autre. Et donc, une fois que Bon Voyage, c'était fini, j'ai passé tout de suite à un voie qui s'appelle Echo Wall. C'est un voie en Écosse que je viens juste au début du mois d'août, de faire. Ouais. Et c'est un truc, en fait, c'est un voie de Dave McLeod, qui est le monsieur qui a répété le Walk of Life, qui date de 2008, je pense, qui n'était jamais répété. Et probablement parce que c'est hyper c'est très dur, c'est très dangereux, mais c'est aussi hyper compliqué en termes d'accès. Et j'avais toujours dit, un jour je vais aller voir cette voie. Et après Bon Voyage, je dis, ok, là c'est peut-être le moment d'aller voir Echo Wall. Donc ça a pris un peu de temps parce que c'est pas toujours facile avec des enfants. J'ai pas trop envie de ramener mes familles en Écosse pour passer des semaines et des semaines et des semaines sous la pluie pendant que je monte sur une grande montagne où eux ils peuvent pas venir parce que c'est hyper inaccessible. Et donc l'année dernière on a essayé d'aller juste en Angleterre, de grimper avec ma famille en Angleterre en espérant qu'on va avoir quelques jours de beau temps en Écosse, que carrément on peut monter vite fait juste pour regarder la voie. Ça n'a pas marché parce qu'en Écosse, il n'y a jamais quelques jours de beau temps sur le météo qui arrive. Et donc cette année, j'ai dit, ok, là, je devrais y aller. Et donc on a décidé d'aller en Angleterre. Caroline et les enfants, ils sont restés avec mes parents dans le Peak District, un endroit où il fait beau plus souvent. C'est un peu plus tranquille pour elle, pour grimper. Et un peu plus facile pour gérer tout ça. Et moi, j'ai monté toute seule en Écosse. Et je peux confirmer que c'était un peu compliqué. Je suis très contente qu'on n'a pas monté avec Arthur Désolé. C'est peut-être le voie que j'ai jamais vu le plus compliqué, le plus impossible de faire avec des enfants. Et Caro et moi, on commence à être assez expérimentés en ce qu'on peut faire avec des enfants. Et à la fin de tout ça, Caroline, elle a monté pour m'assurer les 2 derniers jours. Je fais le voir. Et voilà. Je peux parler pour tout un autre podcast sur cette voie. Mais la question, c'est quoi maintenant? Je sais pas. Ça arrive un peu vite. Honnêtement, je pensais que Echo Wall, ça va être un projet de plusieurs années, si j'arrivais. Et ça, c'était grâce à Bon Voyage. J'étais prête à lancer dans ce projet, même si je ne savais pas que j'avais la capacité de faire. Et donc, ça arrivait vraiment un peu trop vite. Je pense que je suis toujours en train de digérer cette expérience. Et pour ça, je n'ai pas réfléchi pour le futur. Mais c'est la chose qui est sûre et certaine, c'est que dans le monde d'escalade, il y a toujours quelque chose à faire. Et tu as toujours envie. Caroline et moi, on va toujours avoir des idées. Et en fait, pour être complètement honnête, maintenant, c'est le tour de Caro. Parce qu'on alterne entre nos projets. Et donc, elle était super gentille avec moi pour occuper des enfants pendant quelques semaines pendant que je montais en eau. Et maintenant, elle commence à retrouver la forme après d'avoir cassé le ischio-jambier, hamstring en anglais, dans un voie qui s'appelle Green Spit, le début de cette année. Et elle veut vraiment retourner dans celle-là. Et donc, on va aller à Val de Loco en septembre.
Il y a un festival aussi avec La Sportiva. Donc on va être là pour le festival. On va rester un peu de temps après. Et maintenant, c'est le tour de Caro pour donner à fond. Et moi, de faire Daddy Daycare. Et dans 10 ans, ce sera au tour d'Arthur. Et Puis après, Zozo, peut-être. dans 10 ans, peut-être avant. avant. Oui. Je ne sais pas ce qu'il va faire dans 10 ans, par contre. Est-ce que ça va être l'escalade? Là, il est à fond avec l'escalade, mais je pense que c'est parce que pour lui, l'escalade, c'est la chose la plus normale au monde. Il n'a pas encore compris que le genre normal qui balade dans la ville, il ne fait pas ça. Mais un jour, sûrement, j'espère qu'il va trouver son propre passion, comme Caroline et moi. Et j'espère juste que nous, on peut être là pour se porter dans cette passion. Whatever the passion will be. Quelle qu'elle soit. Quel que soit le passion. Dernière question pour toi, James, sur laquelle on va se quitter. Une phrase à compléter. L'aventure, c'est l'aventure, pour moi, l'aventure, c'est d'aller vers l'inconnu. Et donc ça peut être vraiment quelque chose de physique, inconnu, comme les anciens aventuriers d'une époque passée. Ou ça peut être simplement d'aller vers quelque chose que tu n'as jamais fait, que tu ne sais pas que tu peux faire. Et ça peut être juste à côté de chez soi, en plus. Exactement. Comme tu l'as illustré tout à l'heure. Et voilà. Et donc, grâce encore une fois, je pense que je dis qu'il y a beaucoup de choses grâce à les enfants, mais c'est vrai. Grâce à les enfants, maintenant, on a arrêté de prendre l'avion. Et donc, c'est sûr qu'il y a de choses qu'on ne peut plus faire comme avant. Des choses que j'ai envie de faire, des endroits où j'ai vraiment envie de retourner. Mais on a aussi réalisé qu'il y a tellement de choses juste à côté de la maison, n'importe quelle maison, pour découvrir. C'est juste une question de changer de façon qu'on voit le monde, changer nos perspectives. Merci beaucoup, James. Merci. C'était un très beau moment. On était bien sur ce canapé bleu. J'aurais pu rester 4 heures de plus encore. Très bien. C'était un très beau moment. Je sais pas combien de temps que tu as pensé que ça va durer. Désolé que non, ça va durer. Non, tu rigoles, j'ai pas vu le temps passer. Attends, je me force. Mais c'était vraiment un plaisir. Des heures. Moi aussi, un plaisir partagé. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Tu as tout pour. On comprend que tu es un homme heureux aujourd'hui et très accompli. Donc, je te souhaite de continuer sur cette très belle voie-là. Merci beaucoup. Je souhaite ça à tout le monde. Ouais. Parce que si tout le monde peut dire qu'ils sont heureux, je pense que le monde, ça va être vraiment un endroit magnifique à vivre. Exactement. Et soyez curieux, on l'aura compris, c'est important. Heureux et curieux. Ouais. Je tenais juste... Vas-y. Curieux. Ouais. Curieux. Curieux. Ouais. Curieux. Je voulais aussi remercier donc, La Sportiva d'avoir rendu cet échange possible. C'est vraiment une très belle rencontre. Donc, merci à eux. Il y a un dernier mot. Merci à eux. Merci pour toutes mes chaussons aussi. Bah ouais, surtout 15 par an, t'imagines. Depuis toutes ces années, depuis 12-13 ans. Avant de nous quitter, je voulais aussi parler de la maison de La Sportiva qui va aussi vivre sous forme d'un pop-up store. Qui va être situé dans le quartier de la Sorbonne, qui est situé dans le quartier de la Sorbonne, qui est situé au 42 rue des Écoles, qui est ouvert jusqu'en février 2025. Donc là, c'est la fête cette semaine ici à Pantin, chez Arcos, avec la maison à La Sportiva, mais ça se prolonge aussi jusqu'en février 2025. Donc voilà, la marque n'avait jamais eu l'occasion d'ouvrir un magasin en France. C'est désormais chose faite pour les mois à venir. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à faire un saut. James n'y sera probablement pas cette fois-là, mais en tout cas, il y a plein de belles choses à y voir. J'étais là pour l'ouverture du magasin et c'était cool. On a partagé de belles histoires. On a parlé de Géo et on est là. Ça passe vite. Et oui, profite-en avant ça ferme en février. Et voilà. Bon grimpe à tout le monde. Ouais. Salut James, merci. Merci encore. Merci, c'était super. Merci.